La tradition de nouveau respectée cette année aux États-Unis d'Amérique, la 74e édition des National Prayer Breakfast s'est ouverte cet avant-midi à Washington, un rendez-vous annuel mêlant prière politique et affaires. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à ces travaux. Vous suivrez les images dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, nous faisons un pas en arrière pour vous parler des différentes audiences qu'a eu le chef de l'État sur le sol américain, des échanges qui ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Pierre Kibambesso Moïse. Tout a commencé ce mercredi 4 février à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au siège de l'US International Development Finance Corporation, la Banque américaine de développement, où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sur le partenariat économique, des échanges dans le cadre de l'ambition commune de renforcer des investissements structurants, de soutenir le développement des infrastructures et de favoriser une croissance économique inclusive et durable en RDC. En marge du National Prayer Breakfast, le Sénat américain a tenu à recevoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ainsi échangé avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jim Risch, qu'entourer des sénateurs américains sur la situation réelle actuelle sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre dernier à Washington. Le président de l'Assemblée nationale, Emem Boji, était dans la délégation du chef de l'État au Sénat américain. Et donc la délégation congolaise qui était conduite par le chef de l'État a présenté la situation actuelle sur terrain avec une très faible évolution de la mise en œuvre de cet accord. Évidemment, cette responsabilité est du côté rwandais, qui, comme vous le savez, continue à se redéployer sur terrain en ignorant complètement les dispositions qui ont été convenues dans le cadre de cet accord. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge du National Prayer Breakfast, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis, Brian Mast, qu'accompagnaient des élus Chris Smith, Sarah Jacob et Gregory Mix. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République a aussi eu des entretiens avec le secrétaire à l'intérieur du gouvernement américain sur les minerais critiques, précise le vice-premier ministre Mokoko Samba qui a pris part à cette rencontre. La conversation aujourd'hui a tourné autour de la question du jour, les minerais critiques et l'importance pour les États-Unis d'avoir accès à ces minerais de la République démocratique du Congo dans le cadre justement de l'accord de partenariat. Le corridor de l'Obito, un projet qui séduit au-delà des frontières. L'RDC, la Zambie, l'Angola sont autour d'une table à Luanda depuis ce matin pour une première réunion de coordination prévue pour 2 jours. Les discussions portent sur l'alignement des politiques publiques pour mobiliser les investissements. Et c'est le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, qui conduit la délégation congolaise à ces travaux dont les coups d'envoi étaient donnés par le président angolais, Joao Lourenço. De précision dans nos prochaines éditions. L'RDC fait attendre sa voix sur les désarmements et la protection des enfants à Rabat au Maroc. Les coordonnateurs du PDDRCS a pris part à l'atelier d'experts consacrés au suivi de la déclaration de DDDR, des travaux axés sur la protection des enfants touchés par les conflits. Peggy Mukunda nous en parlait.
La République démocratique du Congo vient de partager son expérience et contribuer à la réflexion sur les mécanismes de prévention, désarmement, de mobilisation et réintégration durable des enfants touchés par les conflits armés. À travers le PDDRCS, le coordonnateur national Jean Desdieux Désiré Ntanga Tita a pris part à Rabat, au Maroc, à l'atelier d'experts pour le suivi de la déclaration des rapports sur les DEDER axés autour des enfants. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président du comité de pilotage du PDSS, pour l'autorisation de ma participation à cette activité. L'engagement déterminé des autorités marocaines qui ont permis l'adoption de la déclaration ministérielle de Rabat. Cette déclaration aujourd'hui est connue comme un document officiel des Nations Unies et par le Conseil de sécurité et son Assemblée générale, qui constitue une avancée majeure vers la construction d'une réponse africaine crédible, structurée et ambitieuse en faveur des enfants touchés par les conflits armés. En sa qualité de panéliste, le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Desdieux Désiré Ntanga Tita, a présenté l'approche nationale du PDDRCS en matière de prise en charge des enfants associés aux forces et groupes armés. De même, il a renforcé la coopération régionale et continentale en matière de protection de l'enfance dans le processus d'AIDER. Je le dis au sommaire, la ville de Kinshasa était à l'arrêt hier soir face à la colère des eaux de la pluie. La capitale était complètement paralysée par des inondations monstres. Boulevards, routes totalement submergées, véhicules coincés dans l'eau. La population obligée de se mouiller pour avancer. Kinshasa a vécu hier soir un arrêt brutal de la circulation. Les images du hier soir avec Rikin Zouzuloya. Kinshasa, capitale de la RDC, vient d'être frappé une fois de plus par une pluie diluvienne d'une intensité exceptionnelle, plongeant la ville dans une situation critique marquée par des inondations généralisées. Ces intempéries ont mis en évidence la vulnérabilité de la capitale face aux aléas climatiques et ont provoqué d'importants dégâts matériels, environnementaux et socio-économiques. Dans plusieurs communes de la ville, les eaux de pluie ont envahi les habitations. Les conséquences sur la mobilité urbaine ont également été majeures. De nombreuses voies de circulation sont devenues impraticables, paralysant le transport en commun et compliquant les déplacements des Kinoises et Kinois. Les embouteillages monstres, les retards et l'arrêt temporaire de certaines activités économiques ont fortement perturbé la vie quotidienne, empêchant l'accès normal aux lieux de travail, aux écoles et aux centres de santé, du moins pour le jour d'après-pluie. Par ailleurs, la pluie a accentué les phénomènes d'érosion déjà préoccupants dans plusieurs quartiers de Kinshasa. En somme, cette pluie diluvienne a révélé l'ampleur des défis auxquels Kinshasa est confronté en matière d'aménagement urbain, de gestion des eaux pluviales et de prévention des catastrophes naturelles. Le constat des dégâts appelle à une réflexion urgente et à des actions concrètes visant à renforcer la résilience de la ville afin de protéger les populations et leurs biens face aux intempéries futures. Et pendant ces temps, les victimes des inondations de décembre 2022 de Matadi Kibala, toujours oubliées 4 ans après, l'attente est toujours interminable. Ces sinistrés continuent de passer la nuit sous la belle étoile. Trop haut, ils lancent un cri d'alarme. Ils disent toujours attendre les 1000 maisons promises par le chef de l'État, Iverson Kababa. 4 ans après le drame, la détresse demeure. À Matadi Kibala, les victimes des inondations provoquées par les pluies diluviennes de décembre 2022 n'ont toujours pas retrouvé un toit. Un énième cri d'alarme lancé depuis le site de Mukilango où 1000 maisons promises restent inachevées. Ici, des familles entières vivent dans une précarité extrême. Sans abri, exposés aux intempéries, ils passent leur nuit à la belle étoile dans l'attente d'une solution qui tarde à venir. Face à cette situation alarmante, Alexandre Kadada, l'un des sinistrés, élève la voix. À travers un SOS adressé au gouvernement central, il plaide pour le financement et le parachèvement des travaux de ces logements, seule issue pour redonner dignité et espoir aux familles sinistrées. Tous les conteneurs qui étaient à Matadi sont déjà sur place sur le site. Maintenant, depuis que les conteneurs sont là,
Jusqu'à présent, il n'y a pas le mouvement du travail. Notre souci, vraiment, est que les gouvernements congolais puissent donner l'argent à la société 1000 Vestes pour que 1000 Vestes termine le site. Pour la première fois, de voir un homme, ce que dit Chilombo Momayo Kaninda, qui a décidé que sa population ne souffre pas. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes venus pour lui dire que si, alors, il y a la possibilité que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, puisse donner à la société 1000 Vestes l'argent. Derrière ces murs inachevés, ce sont des vies suspendues, des familles à bout et une urgence humanitaire qui interpelle. À Mokilango, l'attente se prolonge et le cri de détresse résonne plus fort que jamais. Un mémorandum d'entente a été signé hier mercredi entre l'RDC, l'Agence de pilotage des coordinations et des suivis des conventions des collaborations. L'accord marque une nouvelle étape dans la coopération entre l'RDC et ses partenaires privés internationaux. Gaëtan Magalano nous explique. C'est dans une atmosphère empreinte de solennité que Freddy Yodi-Chembo, directeur général de l'APCLC, et le représentant légal de future Union Qatar ont procédé à la signature officielle d'un mémorandum d'entente. Un mémorandum qui vise à poser le base d'un partenariat stratégique au service du développement de la RDC. Cet accord établit un cadre général de coopération et de concertation entre les deux parties en vue d'identifier, d'examiner et de développer des projets d'investissement, notamment dans le secteur des infrastructures de base. Il prévoit également les modalités de participation de l'APCLC dans la mise en œuvre de ces projets structurants. Le Congo, grâce à ce géographique favorable qui nous permet, il a beaucoup de ressources et beaucoup des opportunités qu'on est venu pour les saisir et aussi développer dans plusieurs secteurs. On compte pour l'APCC pour qu'il nous donne l'appui et qu'il nous donne les informations pour nous aider pour avancer dans plusieurs projets. Pour l'APCLC, cette initiative s'inscrit dans la vision gouvernementale visant à renforcer l'attractivité économique du pays et accélérer la réalisation des infrastructures prioritaires. À travers ces partenariats, les deux parties entendent contribuer efficacement à la modernisation des infrastructures de base tout en créant un climat favorable aux investissements. Un pas de plus vers un développement concerté où coopération internationale et priorités nationales se conjuguent au bénéfice de la population congolaise. L'antenne de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics est désormais opérationnelle à Bumba, dans la province de la Mongala. Et c'est le vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui a procédé au lancement de ces activités. Nadine Kiloche nous en parlait. Déploiement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SANSAP, sur l'ensemble du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement des activités du bureau de représentation de la SANSAP dans le territoire de Bumba. Cette nouvelle antenne de Bumba est une expérience pilote dans l'extension de la SANSAP dans tous les territoires de la République. Ce bureau est rattaché directement au siège provincial de l'Issala, chef-lieu de la province de la Mongala. L'objectif, c'est que dans les 24 mois qui viennent, que nous soyons à même de doter notre pays des agences, à la fois au niveau des chefs-lieux, mais aussi des bureaux de représentation au niveau de tous les territoires, afin de permettre à ce que les fonctionnaires fassent leurs démarches de façon tout à fait aisée et que les retraités, les veuves, les orphelins puissent bénéficier de toutes les facilités possibles pour pouvoir accéder à leurs droits. Ceci démontre la détermination du gouvernement de rapprocher les agents publics de l'État de leur caisse pour bénéficier de droits garantis pour le nouveau régime de sécurité sociale par la SANSAP. C'est la maison des fonctionnaires, c'est la maison des agents publics, c'est la maison des militaires, des policiers, c'est la maison des veuves et des orphelins. C'est ça le nouveau paradigme que le président de la République voudrait que nous créions. Aux côtés de l'État régalien, aux côtés de l'État productif, nous sommes en train de mettre en place l'État protecteur. À travers cette inauguration, le gouvernement réaffirme sa détermination à couvrir l'ensemble du territoire national, province par province et territoire par territoire, pour une couverture sociale de proximité et de qualité. Première sortie médiatique pour la présidente du conseil d'administration de la SANSAP, Marie Karumba, choisit le terrain pour comprendre, écouter et agir. Il a visité la direction générale de la SANSAP, une visite inaugurale qui sonne l'éclat des proximités avec les agents et cadres. Sandra Niaki.
La nouvelle présidente du conseil d'administration de la SENSAP a effectué ce mercredi une visite de travail à la direction générale de l'institution. Une première descente sur le terrain placée sous le signe de la proximité, de l'écoute et de la mobilisation. Conduite par le directeur général adjoint de la SENSAP, Maître Kalala Kabengele Gaba, en l'absence de directeur général en mission, la PCA a parcouru l'ensemble des services échangeant directement avec les agents et cadres. Une démarche appréciée dans une ambiance à la fois conviviale et professionnelle qui lui a permis de s'imprégner des réalités internes de la caisse. S'adressant au personnel, Marie Karumbana Bintumbongo a salué le travail accompli par la direction générale et les agents, soulignant leur rôle clé dans la consolidation du système de sécurité sociale des agents publics de l'État. Elle a rappelé que cette visite s'inscrit dans la volonté du conseil d'administration de maintenir un dialogue permanent avec les organes de gestion. Face aux attentes croissantes des bénéficiaires, la PCA a insisté sur les valeurs des rigueurs, transparence, efficacité et sens élevé du service public, réaffirmant l'engagement du conseil d'administration à accompagner la direction générale dans la mise en œuvre des orientations stratégiques. Encourageant les agents à renforcer l'esprit d'équipe, l'innovation et le professionnalisme, Marie Karumbana Bintumbongo a assuré du soutien du conseil d'administration, appelant à un engagement collectif pour bâtir une SENSAP forte, crédible et durable au service du développement du pays. Des nouvelles figures à la tête des différents secrétariats généraux. Ces nouveaux patrons des administrations publiques sont déjà aux affaires. Ils ont pris le bâton des commandements depuis hier et aujourd'hui matin, suivant les différentes cérémonies de remise-reprise qui ont eu lieu dans différents secrétariats, avec Dieu merci Kanza et Christelle Zola. Au secrétariat général du ministère des Sports et Loisirs, Alain Boko Ieti a né les nouveaux visages. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions en tant que responsable numéro 1 d'une administration des sports qui a plus que besoin d'un nouveau souffle. Le docteur Alain Boko Ieti a remercié le premier citoyen sportif du pays, Félix Antoine Sekedi Chilombo, qui a insufflé une nouvelle dynamique portée par le ministre des Sports Didier Boudimbo. Dynamique assise sur les réformes au sein de l'administration publique. Dans un autre décor, Augustin Mongimi a été réinstallé à son poste de secrétaire général aux affaires coutumières. Dans une cérémonie sobre et conviviale, Augustin Mongimi a réaffirmé son engagement à faire plus. Même exercice au ministère de personnes vivant avec handicap ou au terme de l'arrêté du VPM, ministre de la fonction publique, François Kassanda Lumembo, a été reconduit. Le but est de pérenniser les acquis et mener à bon port les réformes engagées au profit des personnes vivant avec handicap. Toujours dans ce même registre de remise et reprise, au ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, l'ancien secrétaire général a cédé la place au nouveau secrétaire général entrant, Liboko Bengel Alfred, qui a invité l'ensemble de personnels et partenaires du ministère à s'engager pleinement au travail afin d'atteindre les objectifs poursuivis par ces ministères. Même cérémonie analogue au ministère des Affaires sociales, où Franklin Tissouemé Bilenga a passé son tablier au secrétaire général entrant, Gervais Lubango Kabala. Le nouveau patron aux affaires sociales a saisi cette occasion pour lancer un appel à tous ces personnels afin de conjuguer ensemble les efforts, question de rassurer la mission assignée à ces ministères. L'heure de l'évaluation a sonné pour le PDL 145 territoires dans la province de la Mongala. Les élus nationaux et provinciaux accompagnés du ministre d'État en charge du plan étaient sur le terrain pour une mission d'évaluation. 3 projets majeurs sont déjà livrés, d'autres encore en cours de réalisation. De précision avec Yvette Makuntima et Peggy Mukunda. Des salles de classe qui ouvrent leurs portes, de centres de santé qui redonnent espoir. Le programme de développement local des 145 territoires passe du discours aux actes dans la province de la Mongala. En mission conjointe dans les territoires de Bumba, le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guylaine Yembombouizia, accompagné des députés nationaux et provinciaux de la Mongala, du vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumouana, et le gouverneur des provinces, Jean-Colin Mankaka, a procédé à la remise officielle de 3 infrastructures essentielles à la population. Des ouvrages structurants pensés pour rapprocher les services sociaux des bases des populations et améliorer durablement l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Il était important, comme les membres du gouvernement ont accepté de nous associer à cette émission, il fallait venir pour palper du doigt ce qu'ils nous avaient donné comme information.
Maintenant que nous avons vu, nous disons merci, bravo au gouvernement, bravo au PNUD. Aujourd'hui ici, nous avons un centre de santé moderne. Mais cela ne suffit pas parce que nous attendons maintenant les matériels. Sur le terrain, cette descente a également permis aux élus du peuple d'harmoniser leur point de vue et de réaffirmer leur engagement commun pour la réussite du PDL 145 territoires. Avec l'avènement du président de la République, déjà dans les premiers paliers du PDL 145 territoires, nous avons près de 40 infrastructures que nous allons gagner. Et nous espérons qu'avec le deuxième palier, nous en aurons encore beaucoup. Le PDL 145 territoires, une initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, destinée à impulser le développement à la base et à transformer durablement les quotidiens des Congolais. L'accès à l'eau potable renforcé dans la province du Kasaï central. Le projet PRISE vient d'offrir à la province un nouveau bureau de coordination de la régie du service public de l'eau. L'ouvrage a été inauguré par le ministre d'État en charge du développement rural. De précision avec Marie Kalonga. Le Kasaï central est le point de chute de la mission d'itinérance du ministre d'État du Développement rural dans l'espace Kasaï. Ici, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC a construit un bâtiment qui va abriter un nombre important de services et bureaux. Le ministre d'État Mouchaï a réceptionné cet ouvrage et a procédé à la coupure du ruban symbolique devant les autorités provinciales. Nous avons parcouru les activités concernant les possibilités d'électrification rurale. Nous avons parcouru les activités concernant les routes de dessert agricole et dans les jours à venir, nous pensons que nous parlerons aussi des routes rurales. Le coordonnateur du projet PRISE, Deon Tsundu, s'est ainsi exprimé. Aujourd'hui est une joie pour nous, notamment la coordination nationale du projet PRISE, de voir ces jours où les autorités, notamment le ministre d'État, va remettre cet ouvrage parmi tant d'autres qui ont été réalisés dans la province du Kasaï central. Le patron du développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a aussi remis des motos aux inspecteurs provinciaux et territoriaux du Kasaï central. Et pour boucler la boucle, l'homme d'État, fils idéologique d'Étienne Tshisekedi, s'est rendu à Mupompa et a visité la maison de Papa Étienne Tshisekedi Mulumba et l'arbre magique. Pour Grégoire Mouchaïl Moutombe, la relégation d'Étienne Tshisekedi Mulumba à Mupompa est une source d'inspiration. Les opérateurs économiques sud-africains poursuivent leur mission sur les sols de l'RDC. Lors de leur troisième journée, ces opérateurs ont visité les zones économiques spéciales de Maluku. Question de se rendre compte des conditions réelles d'investissement des entreprises sur ces sites. C'est un reportage dans l'Ambikaï. Après des jours de travaux intensifs au fleuve Congo Hotel, la délégation s'est rendue sur le terrain sous l'impulsion du directeur général du FPI, Hervé Claude Toumabatukonke, acteur clé du retour de Pepsi à RDC. Message central, démontrer que la République démocratique du Congo constitue aujourd'hui une destination crédible, attractive pour les affaires. Sur place, le directeur général adjoint de l'Agence des zones économiques spéciales a présenté les avantages fiscaux, logistiques et administratifs offerts aux investisseurs. Plusieurs unités de production ont été visitées, notamment dans les secteurs des carreaux, des boissons sucrées et de l'eau minérale, avec des usines fonctionnant 24 heures sur 24. D'autres projets, dont une unité de transformation du bois en papier, sont en cours de construction et d'extension. Les entrepreneurs sud-africains se disent rassurés par les avancées constatées et les réponses apportées à leurs préoccupations. Les chefs de délégation saluent des progrès concrets et reconnaissent que les zones spéciales spécialisées, autrefois à l'état des friches, sont désormais une réalité industrielle. Je pense que ceci est une occasion de booster les investissements qui existent déjà et de saisir des nouvelles opportunités qui viennent avec. Preuve, selon les autorités, que l'industrialisation du pays est un choix stratégique porté au plus haut niveau de l'État. Fin des formations pour les futurs magistrats de la promotion 2025. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, a animé aujourd'hui les tout derniers modules axés sur les procès équitables. Edith Chala pour la suite. C'est une ambiance chaleureuse qui a régné mercredi sur les sites de l'université protestante de Lubumbashi qui avait accueilli la formation initiale des magistrats
de la promotion 2025 au même moment que les sites de Kinshasa. Les bénéficiaires de cette formation ont été honorés par la présence du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, accompagné d'une forte délégation pour clôturer leur session initiale. Après le protocolaire de son accueil, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a animé un module de formation axé sur le procès équitable, une thématique importante pour améliorer la justice et consolider l'état de droit en République démocratique du Congo. Au terme de son module, il a exprimé le vœu de voir les bénéficiaires de cette formation répondre aux attentes du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature tient à ce que vous soyez véritablement des magistrats de l'état de droit. Et tout ce qui se passe ces derniers temps vous enseigne et vous interpelle. Les nouveaux magistrats ont exprimé leur reconnaissance au président du Conseil supérieur de la magistrature en lui remettant symboliquement une pyramide en malachite en signe de gratitude. Ils ont affirmé être désormais mieux outillés pour exercer leurs fonctions dans le strict respect du code d'éthique et déontologie tel que prévu par les statuts des magistrats. Cette session académique a permis de renforcer les compétences techniques, éthiques et déontologiques de nouveaux magistrats appelés à exercer leurs fonctions dans la transparence judiciaire et le respect de droits fondamentaux pour une justice qui rassure toute la population. Le ministre du Tourisme s'est séjourné dans la province du Lualaba pour une mission de travail sur place. Il a inspecté plusieurs sites touristiques à Kolwezi. Objectif, donner de la valeur à ces sites et aussi créer de villages touristiques. William Tunakov pour le reportage. Les splendides et joyeux sites touristiques GPM Katebi Beach Lodge, situé sur la berge du majestueux lac Nzilo, à 30 km du centre-ville de Kolwezi, a fait l'objet mardi 3 février 2026 d'une visite d'inspection du ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu. Dans son mot de bienvenue, Germain Pumbwe Mabwe, DG de Katebi Beach Lodge, qui s'est dit très honoré par cette toute première visite officielle d'un ministre national du tourisme, a plaidé notamment pour la subvention du gouvernement national et l'installation d'un réseau de l'énergie électrique sur ces sites. De son côté, le ministre Didier Mazenga Mukanzu, visiblement émerveillé par l'accueil chaleureux, le professionnalisme et le patriotisme exemplaire démontrés, a rassuré son promoteur de l'accompagnement du gouvernement, soulignant les débits d'un partenariat public-privé. Le ministère du Tourisme va sceller ses liens, ses coopérations. Il a toujours fait avec le partenaire privé, mais aujourd'hui en particulier avec Katebi Beach Lodge. Après la projection de la brève présentation du site, les patrons de l'industrie touristique en RDC et sa délégation ont visité tour à tour les différentes salles de conférences, les bâtiments administratifs, l'espace récréatif et attractif aménagé, la piscine, avant d'effectuer une randonnée lacustre pour chiter par les différents appartements confortables. Cette visite s'est clôturée dans une ambiance conviviale autour d'un dîner suivi d'une photo de famille et de la signature du livre d'or. Finish la débrouille, place à l'expertise. Plus de 500 techniciens réparateurs des téléphones, ordinateurs et autres appareils électroniques des beaux tours et autres points de la capitale vont suivre une formation professionnelle. Un projet inédit présenté et lancé par le ministre des Postes et Télécommunications pour mettre en lumière ces techniciens. Marie Kalong nous en parle. Ils étaient près de 500 techniciens, réparateurs des téléphones, ordinateurs et autres appareils électroniques venus de Beautour, Matadi-Kibala, Matete, Victoire, Koweït et autres coins de Kinshasa à répondre à l'invitation de maître José Mpanda Kabangu qui leur a parlé de son projet. Je vois ce dont vous êtes capable de faire, mais vous le faites dans l'informel. Vous êtes en train de résoudre des questions que même certains techniciens qui ont des grands bureaux n'arrivent pas à faire. Il faut qu'on arrive à vous former avec des partenaires et nous irons ensemble avec la formation professionnelle et ceux qui se seront distingués auront des diplômes. Initiative innovante, très saluée par les futurs bénéficiaires qui ne cachent pas leurs sentiments. J'ai fini l'histoire en 1983, je suis dans la vie active.
de télécommunications depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui. J'ai connu des ministres et des ministres, c'est la toute première fois que cette action vient de se faire. Plusieurs techniciens réparateurs des appareils électroniques ont dit à Maître José Mpanda de quoi ils sont capables et ont juste besoin des subventions de l'État pour booster leur petite unité. Avec le secrétariat, les partenaires du ministère des Postes et Télécommunications ainsi que le comité de l'UTC, le ministre José Mpanda a promis la création d'une task force devant mutualiser les idées des uns et des autres pour formaliser son initiative en vue de la concrétiser et de la pérenniser. Face à l'urbanisation galopante et aux aléas naturels, l'RDC riposte par la science. À Kinshasa, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire vient de lancer l'offensive avec un projet dénommé ARISA, un outil stratégique pour dessiner un avenir planifié. Karine Kankolongo nous en parlait. Cette rencontre marque aussi le démarrage de la deuxième phase de ARISA et des projets co-urgents et SOUGAR qui visent à renforcer la cartographie nationale et la gestion des risques urbains et naturels, notamment à Kinshasa et à Bukavu. Le directeur général de l'IGC, professeur Bankimi, président du Conseil scientifique national, a également pris part à cette cérémonie, soulignant l'importance stratégique de ces projets pour le pays. L'exposition des enjeux du mandat et de défis de la cartographie en République démocratique du Congo, la présentation des objectifs de l'approche méthodologique employée dans le cadre de projets SOUGAR et co-urgents. Grâce à l'intégration des systèmes d'information géographique, l'IGC franchit un cap technologique majeur, le passage de la cartographie statique sur papier à la donnée digitale dynamique et interactive. Face à l'urbanisation rapide et à l'exposition croissante aux aléas naturels, la RDC doit disposer des données cartographiques fiables et actualisées. Grâce à la première phase, les cartes administratives ont été actualisées et les patrimoines cartographiques nationaux recensés. Ces projets font de la science et de la cartographie des instruments essentiels pour protéger les populations et planifier le territoire. La cérémonie s'est terminée par les mots du directeur général de l'Institut géographique du Congo, suivi de la remise des brevets. Et pour finir, hommage au leader maximaux de l'UDPS, feu Étienne Tshisekedi Moulumba. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a fleuri aujourd'hui les mausolées du Sphinx de Limete. Alain Bikaï nous en parlait. À la tête d'une forte délégation composée des députés nationaux et des responsables des structures formelles de l'UDPS, le président intérimaire du parti présidentiel s'est rendu sur les sites mémorials rénovés où repose pour l'éternité l'icône de la vie politique congolaise, Étienne Tshisekedi Moulumba, ancien premier ministre et père du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Sur place, le secrétaire général Augustin Kabouya, accueilli par le président fédéral de l'UDPS Tchangou, Willy Minga Kwete, s'est incliné devant la tombe de son maître politique en présence de toute sa délégation. La visite s'est poursuivie par une ronde d'inspection du site touristique récemment réhabilité afin d'en évaluer l'état général. À cette occasion, le secrétaire général a procédé à la remise d'un lot de drapeaux de l'UDPS et de la RDC pour remplacer ce qui était dégradé sur les lieux de recueillement. Décédé à Bruxelles le 1er février 2017, Étienne Tshisekedi Moulumba, figure historique de l'opposition au régime de Mobutu et de Kabila père et fils, avait été rapatrié à Kinshasa en 2019 pour des hommages nationaux. Pour la mémoire collective, il convient de rappeler que le leader historique de l'UDPS s'est engagé très jeune en politique au sein du MNC Kalonji. Premier docteur en droit au pays, il a occupé plusieurs fonctions ministérielles, été nommé 4 fois Premier ministre, ambassadeur et élu du peuple. En 1982, entré en rupture avec le maréchal Mobutu, il fonde l'UDPS avec d'autres parlementaires et mènera pendant près de 37 ans les combats pour la démocratie en République démocratique du Congo. C'est fini pour ce journal de 20h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Kinzuzi Loya Maya Wello, réalisé par Simon Kankolongo, Jonathan Moubalamam. La partie technique a été assurée par Didier Diawa Espérance et Kanjinga Alain Ngaliam. Le tout sous la direction de Jacques Bouaba Moukoumina Sedouga et Guy Matundulu Salam. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h. Moi, je vous retrouve demain à la même heure.